Maintenant, un thème qui tient aussi à cœur à Québec solidaire, les services publics. Alors, première question, 3 minutes. Celle-là, vous la connaissiez d'avance. Je la relis, elle est quand même assez longue. C'est Catherine qui va y répondre en premier. Des années d'austérité ont fait des ravages dans nos services publics. Qu'est-ce qui urge le plus selon vous? Qu'est-ce que vous proposez pour renverser la vapeur et améliorer la situation? 3 minutes. On a une logique d'austérité, de détruire tout ce qu'on a bâti pour, qui devait servir au peuple. Évidemment, la chose la plus urgente, c'est de renverser cette logique-là, qui est une logique qui est une espèce de vue de l'esprit selon laquelle il faut se serrer la ceinture tout. Il faut expliquer aux Québécois que c'est pas vrai, que c'est des mensonges, que ce qu'ils font, c'est d'enlever les clôtures autour de tous ces services publics-là qui devaient nous servir à nous pour permettre au privé d'aller faire du cash avec cette chasse gardée-là qui nous appartenait à nous, qui était pour nous le peuple, et qui, là, sont laissés en pâture à une classe sociale qui sont les amis d'un parti qui est au pouvoir. Donc, renverser cette logique-là, de faire comprendre pourquoi c'est faux et pourquoi, d'ailleurs, les économistes du monde entier, même de ceux qui étaient au FMI ou à la Banque mondiale, le disent, l'austérité tue les économies. Donc, un manque de services, ce qu'on est en train de voir, un manque de services en amont, qu'est-ce que ça fait après? Ça coûte beaucoup plus cher, on n'économise pas d'argent, c'est faux. Il faut revenir à une gestion intelligente de nos fonds publics. Là, on a une gestion corrompue de nos fonds publics. Si on veut une gestion, on est capable d'imaginer une gestion intelligente. Ce qu'on va faire, la trame de fond de ce qui va motiver nos projets, ça va être prévenir plutôt que guérir. Moi, évidemment, c'est peut-être parce que je suis maman, on est tous sensibilisés par la réalité de nos vies, mais l'éducation, c'est un des meilleurs endroits pour prévenir. Juste les CPE, on a beaucoup lutté, Québec solidaire, Son national pour les CPE, juste les CPE, les études ont démontré que un enfant qui avait fréquenté une garderie privée par rapport à un enfant qui avait fréquenté un CPE avait 3 fois plus de chances d'avoir un retard de développement ou d'apprentissage à l'école primaire ensuite. Ça veut dire des ressources, ça veut dire de l'argent, ça veut dire de la douleur psychologique, ça veut dire énormément de pertes de choses négatives. Donc, ça a des répercussions énormes. Même chose en santé. En santé, il y a 20% des coûts de santé qui sont dus à la pauvreté. Si tu es capable, en amont, d'éviter les situations où des gens vont s'appauvrir, comme c'est en train de se passer en ce moment, tu vas éviter des coûts en santé. Donc, tout ça est lié. C'est qu'en santé, en éducation, mais aussi dans tous les autres services publics, la trame de fond, ça soit prévenir plutôt que guérir. Puis c'est une suite logique avec ce qu'on disait tantôt en économie. Tu te dégages une marge de manœuvre, tu investis cet argent-là dans la prévention, et là, tu ramasses l'argent dans ce que tu n'as pas à récupérer comme dégâts après. Puis quand je parle de dégâts, on parle d'être humain. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler à la population quand on milite. On parle de dégâts humains, on parle de réelles souffrances, alors que l'argent est là. Mettons-le dans la prévention. Il s'agit de nos enfants, puis il s'agit de nos personnes les plus démunies. Ils ont besoin de ce qu'on soit là pour ça. Merci. 3 minutes. Oui. La priorité dans les services publics, c'est sûr que, on a parlé d'économie tantôt, on vient de parler d'où est-ce qu'on va aller chercher l'argent, on va la dépenser maintenant, puisque ça nous prend un réinvestissement massif dans les services publics. Je ne vois pas d'autre façon qu'actuellement que de réinvestir massivement, de façon urgente, l'argent dans l'ensemble des services publics. Le pattern, il est là depuis un bout. On annonce des baisses d'impôts, puis là, on nous dit, hey, il y a moins d'argent de revenus. Puis là, on nous dit, ben, il faut couper. Fait que là, on diminue, on coupe dans les services publics. On détériore les conditions de travail des travailleurs et particulièrement des travailleuses dans les services publics. On affecte grandement et on brise le lien de confiance de la population envers les services publics. Puis, tranquillement, on est en train de préparer le terrain pour ouvrir la porte de plus en plus à la privatisation des services publics ou à toute autre forme de tarification pour aller chercher des revenus quand on les garde. Et une fois qu'on fait 4,5 milliards de surplus, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. On baisse les impôts, moins de revenus, etc., etc. Le pattern, il est là depuis beaucoup trop longtemps. Renverser la vapeur pour aller vers l'objectif de Québec solidaire, c'est tout d'abord
améliorer la qualité des services. Parce que quand on réinvestit, on se redonne les moyens et une meilleure qualité, une meilleure accessibilité dans les services publics. On améliore les conditions de travail, on améliore, puis je parlais particulièrement des travailleuses, là, mais c'est aussi souvent les femmes qui, dans ce contexte-là, bon, se voient affectées dans leurs conditions de travail, se voient affectées dans leur accès aux soins, et qui pallient quand le service public ne le fait pas. Soit les gens se ramassent dans le communautaire où elles sont encore majoritairement présentes, ou comme proches aidantes, ou comme éducatrices à la maison, ou comme autres fonctions. Donc, je pense que réinvestir dans les services publics, c'est aussi d'abord et avant tout une position féministe. Réinvestir aussi, c'est de colmater la brèche actuellement du privé qui est en train de prendre de plus en plus sa place. Puis on le voit avec ce qui se passe en éducation. On a fait une sortie comme Québec solidaire sur effectivement la fin du financement des écoles privées. De plus en plus, on est en train d'associer l'école publique comme l'école moins glamour, celle que l'on veut moins, qu'on va par dépit, et l'école privée comme étant celle de l'élite, la bonne éducation. Donc, de renverser complètement tout ça et de sortir de cette logique-là, c'est aussi de se donner le plus de chances égales possible. On a parlé aussi, on a fait une sortie dernièrement sur les services dentaires, donc d'élargir le panier de santé, c'est aussi ça, de se redonner les moyens, tout ça, et d'autres mesures qui pourraient effectivement, qui ont déjà fait partie des propositions, comme on parlait de prévention, Catherine parlait de prévention, mais l'investissement dans les CLSC. J'arrête. Merci. Prochaine question, 2 minutes cette fois-ci. On commence par Marie-Ève. Est-ce que les services de garde actuels répondent aux besoins des familles de Taschereau? Sinon, que faudrait-il faire pour améliorer la situation? 2 minutes. Services de garde en général. C'est pas... Avec Taschereau aussi en trame de Taschereau. Je verrais quand même quelques éléments à apporter sur cette question-là. Je pense que réinvestir dans les services publics, c'est aussi réinvestir dans les CPE. Je pense qu'effectivement, au niveau des services de garde, Québec solidaire a tout à gagner à vouloir réinvestir et se redonner le plus de place possible en CPE, encore une fois pour se donner une accessibilité et des chances égales pour tout le monde. Actuellement, entre autres, dans certains quartiers, c'est sûr que les places ne sont pas suffisantes. Et là, je pense aux résidentes, entre autres, de Saint-Jean-Baptiste, qui vivent le phénomène, en fait, de la colline parlementaire. Vous allez comprendre c'est quoi le phénomène. En fait, c'est qu'il y a quand même plusieurs CPE qui sont dans le quartier, mais d'abord et avant tout, la priorité est donnée aux travailleurs et aux travailleuses de la colline parlementaire. Ce qui fait que pour les résidents et résidentes, il n'y a qu'un seul CPE dans le quartier, qui est le CPE Coop Saint-Jean-Baptiste. Où certaines personnes vont réussir parfois à avoir des places dans les autres, mais il y a quand même toute cette réalité-là qui se fait. Donc, effectivement, il manque de place dans les centres dans la petite enfance, et ça, je pense que ça devrait être une priorité. On parlait tout à l'heure aussi là, de peut-être un peu plus de vision qu'on peut se donner comme pour Taschereau, tout ça, puis je pense que d'avoir un CPE proche de son lieu de domicile, c'est pas nécessairement juste une question de famille, mais c'est aussi une diminution en temps de transport, une occasion peut-être de prendre moins la voiture. C'est aussi donc une perspective beaucoup plus large là, qui profiterait dans le fond à l'ensemble de la population. Merci. Catherine, 2 minutes. Dans Taschereau, on a comme plusieurs types de population. En fait, Taschereau, il y a 2 fois plus de personnes éduquées là, avec une éducation postsecondaire que dans le reste du Québec. Et il y a aussi beaucoup de personnes plus démunies qui cherchent une place pour leurs enfants et qui vont prendre la première qu'ils trouvent parce qu'ils ont absolument besoin. Donc, d'un côté, il y a ceux qui sont plus éduqués, qui sont devenus super stiffs sur qu'est-ce que c'est que les méthodes d'enseignement, je veux, puis ils deviennent vraiment obsédés du bien-être, du développement de leur enfant, à côté d'une population qui, comme je viens de vous la décrire, va prioriser surtout de trouver une place avant tout.
L'avantage des CPE et l'avantage que ça serait si, comme le propose Québec solidaire, il y avait assez de CPE pour tout le monde, autant qu'on en a besoin, donc un peu partout dans les quartiers de Tachereau, c'est que ces deux populations-là se mélangeraient, les enfants de ces populations-là se mélangeraient. Les psys, les psycho-éducateurs, les chercheurs en psychologie le disent, tout se joue avant 6 ans. La grosse majorité du développement cérébral se fait avant 3 ans. C'est une période charnière. Mettre le plus possible de ressources là, comme je le disais tantôt, va nous économiser beaucoup plus tard, autant en argent qu'en souffrance. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'un enfant, peu importe qu'il vienne d'un milieu défavorisé ou d'un milieu où il y a beaucoup d'encadrement, beaucoup de présence des parents, des soucis constants, que ces deux enfants-là vont être au même endroit, avec la moitié de leur temps d'éveil qui va être passé à 6 ou 8 enfants avec une professionnelle du développement de l'enfant qui a étudié là-dedans, qui a étudié là-dedans parce que les normes des CPE sont extrêmement exigeantes et qui va non seulement apprendre à interagir, va apprendre va vivre dans une mixité sociale, qui va tranquillement, en fait, qui va participer à l'égalisation des chances qu'on souhaite parce que tout se joue avant 6 ans. Prochaine question, concernant les personnes âgées, cette fois-ci, c'est Catherine qui va répondre en premier. Il y a près de 25% de personnes âgées dans Tachereau. Quelles sont les problématiques que vous identifiez par rapport à cette population? 2 minutes. Moi, c'est la solitude. Il y a beaucoup de problèmes d'argent, des besoins, il y a énormément de besoins en fait pour les personnes âgées. Il y en a beaucoup qui vivent dans des HLM, il y en a qui vivent dans des trucs qui ne sont pas des HLM mais qui sont un petit peu mieux nantis, mais la réalité de la vie d'une personne âgée aujourd'hui, il y en a qui sont bien entourés, il y en a qui vivent bien, mais il y en a beaucoup, et il y en a un grand nombre dans Tachereau, et Gilles Kegel pourrait nous en parler, dont le principal problème en est un de solitude, en est un d'isolement. Et c'est la vie moderne, c'est là qu'on est rendu. Les gens ne sont plus ensemble et à moins d'entretenir un réseau, ça demande un effort constant, ces gens-là se retrouvent tout seuls. Il y a beaucoup de groupes communautaires qui répondent à ce... Faut pas que je me penche, je fais vraiment des poufs, excusez-moi. Il y a beaucoup de groupes communautaires qui se penchent sur cette question-là, qui créent comme le service amical Basseville. J'ai participé à un événement là-bas récemment, on a écrit un livre en rencontrant des gens, sur des gens en fait qu'on rencontrait. Puis quand on a sorti le livre, on a fait un party. En tout cas, j'ai été tellement éblouie par la réelle force de ce que les travailleurs du service amical Basseville réussissaient à amener dans une communauté qui, sans leur travail, serait demeurée isolée, serait demeurée dans quelque chose qui doit s'approcher de la détresse psychologique. Donc, moi, c'est une des choses qui me touche, c'est une des choses qui me... Et la richesse des personnes âgées est là, mais il faut trouver, ça rejoint ce que je disais tantôt, il faut trouver comment la lier au reste de la population. Il y a des super belles initiatives où il y a des personnes âgées qui lisent des livres, qui racontent des histoires à des enfants, qui ont existé, qu'on a vu passer. On pourrait s'inspirer de plein de choses, multiplier ces initiatives-là, faire en sorte que ces gens-là se sentent liés et utiles. Merci. 2 minutes pour Marielle. Oui, ben, effectivement, il y a comme tout un enjeu d'isolement des personnes âgées. J'aurais envie de le prendre peut-être aussi sous l'angle des conditions de vie. Parce que, oui, il y a effectivement, tu sais, il y a effectivement cette question d'isolement-là, mais je me disais, dans le fond, dans quelles conditions ces gens-là doivent vivre. Bon, il y a le CHSLD qui actuellement sont affectés par l'austérité, qui n'offrent pas toujours, disons, le soutien, la disponibilité, les ressources pour soutenir les personnes. Mais pour ce qui est du privé, de toutes ces résidences-là, combien ça coûte, bordel? On y revient nécessairement à la question de revenus. Être une personne âgée aujourd'hui en privé, en logement privé, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va te donner les moyens d'avoir accès à des loisirs. Ça ne veut pas dire qu'on va te donner nécessairement les moyens d'avoir accès à la santé. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va te donner les moyens pour pouvoir te déplacer. Et tout ça ensemble procure aussi beaucoup cette situation d'isolement-là.
juste la configuration des quartiers, de comment est-ce qu'on peut se déplacer sur les trottoirs. Tous ces enjeux-là de déplacement, tout ça, vont contribuer à l'isolement des personnes âgées. Bien sûr, les conditions de santé en vieillissant peuvent aussi contribuer à cet isolement-là, d'où l'importance de mettre des ressources. On parle d'infirmières, on parle d'infirmiers, on parle d'avoir ces ressources-là au quotidien proches de nous, d'avoir une facilité d'accès aux loisirs. Ça nous permet aussi de repenser un peu le cadre de vie pour les personnes qui vieillissent. Là, je ne voulais pas distraire, fait que là, je vais l'ouvrir. Bon. Prochaine question, c'est Marie-Ève qui répond. En premier, pardon. Comment percevez-vous les effets de la réforme Barrette dans Tachereau? Je pourrais-tu répondre en premier? 2 minutes. Réforme Barrette, je ne dirais qu'un mot. Sius. Bon, écoute, la dédale de toute cette gestion, de cette grosse bébête-là qui est rendue notre système de santé. Puis là, quand je parle de système de santé, c'est pas juste les hôpitaux, là. C'est les CLSC, c'est le Centre François Charon, c'est tout. Écoute, il n'y a plus moyen. J'avais un ami là, qui est préposé au bénéficiaire qui me disait qu'il ne sait même plus à qui parler, s'il lui demandait un congé. En tout cas, ça part dans la machine et tout ça. Fait que toute cette réforme-là déshumanise, en fait, le service, le système de santé, crée des conditions de travail qui ne sont pas possibles pour les travailleurs et, encore une fois, en particulier pour les travailleuses. Et cette réforme-là, donc, a un impact sur les conditions de travail et sur le système et les services qu'on est en train de ne pas offrir parce que, bon, c'est rendu impossible de prendre une décision à court terme ou bon, d'avoir un accès proche de nous pour prendre ces décisions-là. Il y a des impacts très concrets aussi de cette réforme-là. On est en train de perdre, en fait, de plus en plus tout ce qui restait de sans rendez-vous dans les CLSC. Donc, les CLSC qui devaient être à la base nos portes d'entrée locales, de prévention, d'accès à des soins de santé, tout ça. Donc, tout ça, avec cette réforme-là, on est en train de scraper complètement ce qui restait. Donc, ça, c'est des impacts aussi là, qu'on est en train de vivre avec cette réforme-là. J'avais une idée, je l'ai perdue. Ah, ça, c'est chiant. Ah, elle est là. Bon, ben, je vais conclure là-dessus. Si quelqu'un retrouve l'idée. Ouais, non. 2 minutes, Catherine? En fait, Barrette a poussé plus loin ce qui est la ligne là, de conduite depuis que les libéraux sont au pouvoir, c'est-à-dire qu'on transforme le système de santé en grosse machine à pomper l'argent public vers le privé. Et les intérêts de classe et les intérêts de milieu sont extrêmement clairs, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Je pense qu'il n'y a personne qui, pas juste nous à Québec solidaire, la population le voit. Et pourtant, tant qu'il n'y aura pas de réel mouvement pour les arrêter, ils vont continuer, ils ont l'air vraiment décidés à continuer le plus qu'ils peuvent là-dedans. Toute cette façon-là de centraliser de plus en plus enlève énormément de démocratie pour par exemple, les CIUS qui ont remplacé les CSSS, puis qui c'est toujours moins de CA, toujours moins de monde du terrain qui prennent des décisions. Ça fait un peu roitelet de la santé, là. Ils décident de plus en plus de choses sans avoir d'expérience sur le terrain, donc c'est absurde, et en même temps, ça leur fait économiser de l'argent, qui vont à la fois pouvoir redonner aux gens en retour de taxes, en absence de taxes finalement, mais en plus remplir leur visée qui n'est pas calée, mais qui est claire et manifeste, qui est de détruire ce truc-là pour que le privé, il y a de la pièce à faire en santé, il y a tellement de pièces à faire en santé, c'est tellement appétissant pour eux que ça les fait chier depuis tellement longtemps qu'il y a des barrières autour de ce champ-là qui nous appartenait à nous, qu'ils exultent en ce moment, les portes sont de plus de grandes ouvertes, puis on parle de privé en santé comme si c'était quelque chose qui allait advenir alors que c'est commencé depuis longtemps. On ne peut pas voir, il y a plein de spécialistes qu'on ne peut pas voir sans payer déjà et ça va continuer. Donc, pour moi, la réforme Barrette fait juste mettre de façon encore plus claire dans la face du monde c'est quoi le projet des libéraux avec la santé, avec tous les services publics en fait. Merci. Prochaine question. Je suis
Et toutes les personnes ici, sans exception, sont contre la gratuité scolaire. Vous avez 2 minutes chacune pour nous convaincre que l'université doit être gratuite. Vous devez les convaincre. Vous êtes difficile à convaincre. Hein? Non, mais vous êtes toutes contre la gratuité scolaire, d'accord? 2 minutes en commençant par Catherine. Mon Dieu, vous êtes contre la gratuité scolaire. Bon, premièrement, la gratuité scolaire, c'est une richesse extraordinaire. La richesse, ça se calcule pas juste en argent. Quand ton voisin est éduqué, quand l'autre voisin est infirmier, quand l'autre en avant sait comment réparer des chars parce que tout le monde a étudié, ça te sert à toi aussi. Mais en plus, ça coûte pas si cher que ça. Comme je disais tantôt, la gratuité scolaire jusqu'au doctorat, ça peut se payer par ne serait-ce que retaxer le capital des banques, par exemple, ou faire l'indépendance du Québec, éliminer les dédoublements ministères, on en a parlé. Puis, c'est aussi que ce que ça fait, le fait que l'école soit pas gratuite, c'est que ceux qui sont aisés, ceux pour qui c'est facile, vont étudier, alors que ceux pour qui c'est plus difficile vont pas étudier. Fait que tu vas avoir une population avec des inégalités grandissantes. Mais mettons que vous n'êtes pas pour la gratuité scolaire, parce que vous vous en foutez des inégalités, mettons, là, tu sais, ça se pourrait. Je vais vous dire, c'est qu'est-ce que ça fait des inégalités grandissantes, que la différence dans l'éducation creuse énormément. C'est un facteur essentiel dans la construction des inégalités, le fait que les riches puissent aller à l'école et pas les pauvres. On est un des endroits au monde où la criminalité est la plus basse, même si il y en a encore trop, mais je veux dire, c'est presque rien comparé à ce qu'on voit autour de nous. Et une de nos particularités, c'est que l'éducation est accessible. Il faut qu'elle soit plus, il faut qu'elle soit gratuite, mais une des raisons, c'est que l'éducation est accessible et que les inégalités sont moins grandes qu'ailleurs autour de nous. Donc, et si vous êtes une gang qui ça ne vous dérange pas de vous enfermer dans des ghettos de riches avec des compagnies de sécurité privée, ben là, je ne sais plus comment vous convaincre. Il faut que je fasse une révolution contre vous. Je suis désolée. Merci. Alors, 2 minutes pour convaincre ce public qu'il faut que l'université soit gratuite. Marie-Ève. C'est comme bizarre, parce qu'en même temps, tu sais, je te poserais la question, tu sais, je te dirais, pourquoi tu tiens tant que ça à aller payer tes études? J'ai comme besoin de comprendre. Bon, l'éducation de qualité. OK. Oui, non, je ne suis pas supposée me donner l'indice. Je répondrais dans le fond parce que c'est de se donner des chances égales pour tout le monde. En fait, de dire que collectivement, on va donner la gratuité scolaire comme proposition. Qu'est-ce que ça t'enlève? Ça t'enlève absolument rien. Ça n'enlève rien à personne. En fait, ça donne juste la possibilité à l'ensemble des personnes de faire les choix les mieux éclairés en fonction de ce qu'ils ou elles souhaitent faire plus tard. C'est ça, dans le fond, ce qu'on espère faire par la gratuité scolaire. C'est pas une question de qualité ou de financement ou de payer un service ne garantit absolument pas. Et là, j'imagine que tu payes un bill de Vidéotron ou de Bell Canada. Donc, tu dois savoir que de payer ne garantit absolument pas un bon service. Donc, c'est la même chose pour l'éducation. Donc, vraiment dans une perspective de se donner des chances égales pour tout le monde, de se donner une possibilité commune. Effectivement, comme le disait Catherine, d'aller briser les inégalités sociales et d'essayer de sortir, de se donner une autre façon de construire la société ensemble par le biais de l'éducation. Voilà. Bon, êtes-vous un petit peu plus convaincu, là? Il faut que l'école soit gratuite. Hein? Alors, ça termine le bloc sur les services publics. En passant, mesdames, je tiens à dire que travaillant dans les services publics, je n'aurais aucune difficulté à voter pour un de vous deux. Dans le deuxième bloc donc, de franchi, on les encourage un peu. Bravo encore.